11 uur start de persconferentie over het coronavirus. Je le fais parce que je ne veux plus devoir choisir entre les amis que je vois et ceux que je ne peux pas voir. Goedemorgen iedereen, bonjour à tous en ce matin du 23 novembre. Je vais passer la parole au docteur Ivan Latem qui va nous faire un point de la situation en ce qui concerne l'épidémie dans notre pays. Goedemorgen iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors ça fait maintenant environ 2 semaines que les indicateurs d'hospitalisation et de soins intensifs peu après nous ont montré une inclinaison de la courbe et que actuellement, heureusement, tous ces indicateurs continuent à évoluer favorablement. Nous insistons sur le fait que malgré que les tendances soient favorables et le reste, le poids sur les soins, tant les soins primaires que les soins intra-hospitaliers, reste extrêmement lourd et qu'il n'y a que quelques jours que nous sommes descendus en dessous des pics de la première vague, pourtant considérés comme importants par tout le monde à ce moment-là. On constate globalement que les contaminations diminuent un peu moins vite que durant la première moitié du mois de novembre, et nous allons en discuter d'ailleurs par la suite. Sur les 7 derniers jours, nous avons une moyenne de 3 672 nouveaux cas, ce qui correspond à une baisse de 28%. En l'occurrence, cela correspond aussi à une diminution de moitié tous les 15 jours du nombre de contaminations, alors qu'on avait effectivement, au départ de cette courbe descendante, une diminution tous les 7 jours. Ceci nous situe heureusement nettement mieux sur le classement européen, puisque nous sommes aux environs de la 18e place sur 31 pays, entre le Royaume-Uni et les Pays-Bas, mieux situés entre autres actuellement que la France. Et ceci est une position un peu moins douloureuse que celle que nous avons vécue il y a quelques semaines encore. Si cette tendance se poursuit, nous pourrions arriver d'ici aux fêtes de fin d'année à une moyenne de 500 nouveaux cas par jour. La répartition de ces cas reste assez semblable dans les différentes strates d'âge que vous voyez sur la diapositive. La plupart des contaminations continuent à se situer entre 30 et 60 ans. Et dans cette tranche d'âge, on continue à avoir une diminution nette du nombre de nouveaux cas. Le nombre de nouveaux cas reste relativement élevé chez les plus de 80 ans et ne diminue que plus lentement dans cette partie de la vie, probablement liée au nombre de personnes infectées dans certains clusters dans les maisons de repos. Au niveau des gens plus jeunes et au niveau des personnes de moins de 20 ans, nous avons actuellement une tendance à une faible diminution ou à une stagnation de la diminution, donc chez les enfants et chez les adolescents. Ceci ne peut pas encore être lié actuellement à la reprise de l'activité scolaire. C'est trop tôt. Je pense qu'il faut en tenir compte de manière à pouvoir analyser objectivement les données des semaines qui viennent. Si on prend l'ensemble du territoire, on note une diminution dans toutes les provinces et vous voyez qu'elle va de 15% dans le Limbourg ou la Flandre orientale, par exemple, à 43% dans le Namurois et à peu près 35-36% dans le Hainaut, le Luxembourg et Liège. Quant au nombre absolu de nouveaux cas, même s'il a nettement diminué, c'est toujours au Hainaut qu'on le retrouve, suivi de la Flandre orientale et puis de Liège. Passons aux hospitalisations. Là aussi, heureusement, le nombre continue à diminuer. En moyenne, nous avons eu 304 nouveaux patients par jour. C'est moins 34% par rapport à ce qu'on avait par rapport à la semaine qui a précédé. Et là, les chiffres tendent à s'améliorer plus rapidement, ce qui est une bonne nouvelle, effectivement, puisque c'est un des points névralgiques, c'est l'embouteillage du système de santé. Ceci nous amène à avoir juste un peu plus de 5000, en l'occurrence 5024 patients hospitalisés, dont 1194 en soins intensifs.
Enfin, nous avons toujours à déplorer un nombre conséquent de décès, en l'occurrence en moyenne 170 décès par jour. Mais là aussi, la baisse continue à se manifester avec une diminution de 15% sur une base hebdomadaire. Alors dans les points qu'on voudrait discuter avec vous aujourd'hui, le premier point nous revient d'informations venant de la base, de la première ligne, qui nous signale qu'un certain nombre de patients attendent d'avoir de la fièvre de manière conséquente, 38,5, 39, des frissons, avant de se manifester. On voudrait insister sur le fait que si la fièvre peut bien sûr faire partie, et parfois de manière significative, avec des hautes températures des symptômes du Covid, moins de la moitié des patients font de la fièvre. Souvent, on est devant des symptômes grippaux, très vagues, peu de température, 37,2, 37,4, mais surtout des plaintes éventuellement de toux sèche par exemple, des plaintes de type essoufflement, difficulté pour monter un escalier, bien sûr cette plainte extrêmement typique de perte de l'odorat ou du goût, ou des symptômes vagues ressemblant à un refroidissement, un peu mal de gorge, un peu de toux, un peu mal partout, sans avoir réellement de fortes températures. Donc si vous avez ce genre de symptômes, restez chez vous, prévenez votre médecin, voyez s'il pense adéquat de faire un test, mais n'attendez pas, parce que vous n'aurez pas forcément, d'avoir de fortes températures pour penser au Covid. Deuxième point qu'on voulait discuter avec vous, ce sont les manifestations persistantes. Persistantes à moyen terme en tout cas de l'infection au Covid. Heureusement, la plupart des personnes qui sont atteintes par la pathologie voient disparaître les symptômes en 1 à 2 semaines. Et ceci reste un mauvais souvenir, mais peu important pour la plupart des gens. Certaines personnes vont développer des symptômes persistants qui peuvent se prolonger pendant plusieurs semaines et dans certains cas pendant plusieurs mois. Il y a une étude qui est l'étude faite de manière continue par l'Université d'Anvers qui nous montre dans les dernières données que 20% des gens, donc une personne toutes les 5 personnes, ont encore des plaintes après 2 mois. En comparaison, on a une autre étude faite en Angleterre qui nous montre après 3 mois, donc 1 mois de plus, qu'il y a à peu près 2%, donc une personne sur 50, qui ont encore des symptômes. Qui présente des symptômes persistants? Eh bien, on a à la fois des personnes âgées, on a à la fois des personnes en surpoids et on a aussi des femmes jeunes. Ce sont les 3 groupes dans lesquels la fréquence est plus importante que dans le reste de la population atteinte par le Covid. De quoi peut-il s'agir? Il s'agit essentiellement d'une fatigue générale. Il s'agit éventuellement d'un essoufflement, par exemple, comme on le disait, en faisant un effort, en montant un escalier. Il s'agit d'une toux persistante. Il s'agit de vagues douleurs musculaires ou articulaires. Il s'agit de céphalées, donc de maux de tête assez peu spécifiques, assez diffus. Et dans le même contexte d'ailleurs, au niveau de la tête, si on peut dire, de problèmes de concentration. Plusieurs personnes, lors de la maladie même, se souviennent d'avoir été dans une sorte de brouillard. Eh bien, ce brouillard peut persister pendant parfois plusieurs semaines avant de se dissiper. Et bien sûr, on peut avoir la manifestation relativement typique de perte de l'odorat et du goût qui peut, chez un petit pourcentage des gens, continuer à être présent après 1 à 2 mois. On a aussi d'autres symptômes plus vagues, je dirais, moins fréquents, de type douleur dans la poitrine, palpitations, parfois accès de température, en tout cas peu important d'habitude, mais des petits pics de température. Et on peut avoir des manifestations cutanées de type engelure, éruption, et certaines personnes décrivent la perte de cheveux. Ceci est rare, mais ceci est clairement signalé. Donc il faut suivre ce qui se passe et l'investiguer. On peut avoir, dans certains cas aussi, des manifestations qui sont liées vraiment à des séquelles d'atteinte du virus, plus claires, comme par exemple des atteintes persistantes au niveau cardiaque, par atteinte du muscle cardiaque lors de l'infection aiguë, atteinte pulmonaire ou atteinte au niveau rénal, une insuffisance rénale par exemple. On peut avoir aussi des troubles neurologiques qui peuvent prendre différents aspects,
depuis des anomalies du sommeil, des troubles de la mémoire ou de la concentration. Et enfin, on signale de manière variable, dans certaines études, c'est important, 10-20%, des plaintes psychologiques de type dépression, anxiété, problèmes de changement d'humeur rapide. N'oublions pas que tout ceci se passe dans un contexte où globalement la situation n'a rien d'agréable actuellement. Ce qui est clair, c'est que le virus a disparu de l'organisme. Ce type de virus ne peut pas rester vivant dans notre organisme plus qu'une huitaine de jours. Ce n'est donc plus une infection aiguë, mais ce sont des séquelles de cette infection, ou en tout cas des manifestations post-infectieuses qu'il faut encore mieux déterminer. Elle se présente bien sûr chez des gens qui ont eu des formes graves, mais elle se présente aussi parfois chez des gens qui ont eu des manifestations peu importantes, avec les symptômes qu'ils avaient lors de ces manifestations qui persistent au cours des semaines qui suivent. Alors il nous faut rester extrêmement prudent. Ce type de symptômes se retrouve aussi après d'autres infections grippales. On peut avoir ça après une hépatite A, après une mononucléose infectieuse, après une infection par le CMV, parfois même pour certaines au niveau respiratoire, après d'autres infections virales respiratoires comme la grippe par exemple ou le RSV. Donc ceci n'est pas une particularité unique liée au Covid. Et la spécificité du Covid par rapport à ces manifestations reste encore clairement à établir. On ne connaît pas encore exactement le pourcentage de personnes qui présentent ce type de symptômes, ni combien de temps éventuellement cela va mettre avant d'avoir une guérison totale. On ne sait pas d'ailleurs dans la plupart des cas par quel mécanisme ce type de problème persiste chez l'individu. On a donc besoin très clairement d'études au long cours, d'études bien faites de suivi des personnes qui ont ce genre de plaintes. Heureusement, je le rappelle, la majorité des gens guérissent entièrement en 1 à 2 semaines sans aucune autre complication. Il ne faut cependant pas négliger ceux qui présentent ce genre de problème et nous les invitons très clairement à contacter leur médecin traitant de manière à pouvoir être aidés, si possible, par rapport à ces manifestations et surtout pouvoir être suivis pour qu'on puisse au mieux déterminer exactement quelles sont les séquelles potentielles au long cours de l'infection. Merci. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. We beginnen deze week met de nieuwe cijfers. De piek van de tweede coronagolf ligt nu een tweetal weken achter ons en alle indicatoren blijven verder in positieve zin evolueren. We zien momenteel een verdere daling van zowel de besmettingscijfers, de ziekenhuiscijfers als de sterftecijfers. We zien echter wel dat de besmettingscijfers minder snel dalen dan in de eerste helft van november. Dit toont ons dat de weg nog lang blijft en niet zonder hindernissen zal zijn. De afgelopen week werden er gemiddeld 3.672 nieuwe gevallen per dag vastgesteld. Dit komt overeen met een daling van -28%, ofwel een halvering van het aantal besmettingen om de 15 dagen. Daarmee is deze daling minder uitgesproken dan in de eerste helft van november. Toen noteerden we nog een daling van bijna 50% op weekbasis of een halvering om de 7 dagen. Het is wel goed om te zien dat we het ondertussen toch een stuk beter doen in de Europese ranking voor wat betreft besmettingsgraad. We zitten momenteel op plaats 18 van 31 Europese landen. We bevinden ons net onder het Verenigd Koninkrijk en net boven Nederland, als we kijken naar het aantal besmettingen per inwoner. Als deze trend aanhoudt, dan zullen we tegen het einde van dit jaar nog ergens gemiddeld rond de 500 nieuwe gevallen per dag detecteren. De leeftijdsverdeling van de nieuwe gevallen blijft relatief ongewijzigd. De meeste besmettingen zien we tussen de leeftijd van 30 en 60 jaar. En bij deze leeftijdsgroep zien we nog steeds een duidelijke daling. Bij de 80-plussers is de daling minder uitgesproken.
En dat is in lijn met de vele uitbraken in woonzorgcentra die recent gemeld worden. We zien echter ook wel dat het aantal nieuwe besmettingen bij kinderen en tieners niet meer verder lijkt te dalen. Mogelijk is daar een zekere stabilisatie bezig. Dat heeft niets te maken met de heropening van de scholen, want daarvoor is het nog veel te vroeg. Dit gaan we natuurlijk de komende dagen wel nauwgezet verder opvolgen. Over het hele grondgebied bekeken zien we dalingen van de weekgemiddelde van min 15% in Limburg en Oost-Vlaanderen tot min 43% in Namen. Het meeste aantal besmettingen zien we nog steeds in Henegouwen, maar Oost-Vlaanderen heeft ondertussen Luik wel voorbijgestoken als provincie met het tweede hoogste aantal nieuwe gevallen. Ook de ziekenhuisopnames gaan verder in dalende lijn. Gemiddeld werden er de afgelopen week 304 nieuwe COVID-patiënten opgenomen. En dat is een daling van 34% in vergelijking met de week ervoor. Daarmee gaat deze daling iets sneller dan de voorbije weken, wat uiteraard heel positief is. Er liggen nu in totaal 5024 patiënten met COVID in het ziekenhuis, waarvan 1194 op intensieve zorgen. Ook het aantal overlijdens daalt verder. Er vielen de afgelopen week elke dag 170 overlijdens per dag te betreuren. Dat is een daling van 15% op weekbasis. En vervolgens zou ik nog 2 specifieke thema's willen bespreken. Eén in verband met COVID en koorts en een ander in verband met langdurige klachten bij COVID. Wat betreft koorts, wel, we hebben vernomen van een aantal huisartsen dat mensen soms onterecht denken dat ze moeten wachten op koorts vooraleer alarm te slaan en de dokter te verwittigen. Het is echter belangrijk om te weten dat minder dan de helft van de mensen met COVID koorts ontwikkelt. Koorts kan een symptoom van COVID zijn, maar is dus vaak niet aanwezig. Vaak gaat COVID gepaard met verkoudheidsklachten of griepachtige klachten zonder een verhoging van de lichaamstemperatuur. Dus wanneer u symptomen heeft zoals een droge, aanhoudende hoest, kortademigheid, moeilijke ademhaling, plots verlies van geur of smaak, of andere typische of vage klachten van verkoudheid of griep, blijf dan vooral thuis en contacteer uw huisarts voor advies. Maar wacht niet tot het optreden van koorts vooraleer alarm te slaan. Dan betreft de langdurige COVID-klachten. Het is zo dat de meeste mensen die COVID oplopen vlot herstellen na 1 tot 2 weken. Sommige mensen hebben echter aanhoudende klachten in de weken of maanden na de initiële besmetting. Recent bleek nog uit de grote coronastudie van de Universiteit Antwerpen dat ongeveer 20% of 1 op 5 van de mensen na 2 maanden nog steeds bepaalde symptomen hebben. Andere buitenlandse studies spreken van 1 op de 10 of 10% van de mensen met aanhoudende klachten na 1 à 2 maanden. Een Britse studie vond dat 1 op 50 of 2% van de mensen nog steeds klachten heeft na een 3-tal maanden na de initiële besmetting. Uit die studie bleek dat langdurige klachten vaker werden gemeld door jonge vrouwen, mensen met overgewicht en ook oudere mensen. Meestal ging het om een gevoel van algemene vermoeidheid. Dat wordt het vaakst gesignaleerd. Maar ook een aanhoudende kortademigheid. Bijvoorbeeld moeite bij het beklimmen van de trappen. Een aanhoudende hoest. Spierpijnen, gewrichtspijnen. Hoofdpijn. En ook problemen met concentratie. Dit wordt soms ook omschreven door patiënten als een zogenaamde hersenmist. En natuurlijk ook langdurig verlies van geur en smaak. Andere klachten zijn wat zeldzamer. Sommige mensen klagen ook van pijn op de borst,
terugkerende koortsopstoten, hartkloppingen en ook huiduitslag of soms zelfs haarverlies. Ernstige, langdurige klachten zijn gelukkig zeldzaam, maar worden soms ook gemeld. Het kan dan gaan om een aantasting van de hartspier, longen of nieren. Ook bepaalde neurologische klachten, problemen met slapen of geheugenproblemen. Soms meldt men ook psychische klachten, zoals depressieve gevoelens, angst of stemmingswisselingen. Het virus is op dat ogenblik reeds uit het lichaam verdwenen, maar sommige klachten kunnen dus langer aanhouden. Het is normaal dat bij mensen die een ernstige vorm van COVID hebben ontwikkeld, wat in het bijzonder het geval is bij oudere mensen en die bijvoorbeeld een zware longontsteking hebben gehad of op intensieve zorgen zijn terechtgekomen, dat het herstelproces nog heel lang is. Dat is te verwachten. Maar we zien echter ook dat sommige van deze klachten ook voorkomen bij mensen die in het begin enkel een milde vorm van de ziekte hadden. We moeten daarbij echter wel voorzichtig blijven, want dit soort langdurige klachten kan ook voorkomen na besmetting met andere virussen, zoals bijvoorbeeld het griepvirus of bij klierkoorts of hepatitis A. Het is niet noodzakelijk een typisch fenomeen van COVID-19. Het is wel mogelijk dat het vaker voorkomt na COVID dan na andere virale infecties. Er is hierover vooral nog veel onduidelijkheid en bijkomend onderzoek is dringend nodig. We weten onder andere nog te weinig over hoeveel mensen aanhoudende klachten ontwikkelen, hoe lang deze klachten blijven duren en of ze uiteindelijk ook zullen verdwijnen. We begrijpen niet wat er precies misgaat en welke mechanismen aan de basis liggen. Dit moet onderzocht worden in langdurige studies waarbij mensen die COVID gehad hebben langdurig opgevolgd worden. Het is wel zo dat de grote meerderheid van de mensen volledig herstelt van de infectie. Indien u aanhoudende klachten ondervindt na een COVID-infectie, neem dan contact op met uw huisarts en laat u goed opvolgen. Blijf zeker niet rondlopen met uw klachten. Dank u voor uw aandacht. La période de fin d'année signifie habituellement une augmentation des activités commerciales et de loisirs. On pense notamment au marché de Noël. Cette année, cependant, nous devons tenir compte de la pandémie en cours. Dans l'intérêt de la santé publique, les événements de masse ont été annulés et les achats traditionnels doivent actuellement se faire principalement en ligne. Et on compte sur vous pour privilégier vos commerçants locaux. Comme la situation épidémiologique peut varier d'un pays à l'autre, et donc également les mesures prises varier d'un pays à l'autre, la tentation peut être grande de profiter de la période de fin d'année en passant la frontière. On rappelle cependant que dans la situation actuelle, nous devons absolument éviter les rassemblements et les brassages de personnes en un même lieu. Que cela soit au sein ou au-delà de la frontière, des frontières n'y change rien. Sans compter qu'en cas de contamination lors d'une activité à l'étranger, le suivi de contact sera plus difficile, ce qui signifie que vous ne pourrez être prévenu et prendre les mesures pour vous et pour vos proches en cas de contamination. Le virus, lui, continuera son bonhomme de chemin sans être dérangé. Contrairement au printemps, les frontières avec nos pays voisins ne sont pas fermées, et ce pour permettre avant tout les déplacements essentiels. On sait que cela a été très difficile lors du premier confinement pour les personnes qui devaient absolument passer la frontière, notamment pour raisons familiales impérieuses ou pour raisons professionnelles. Les frontières ne sont donc pas fermées, mais les voyages non essentiels sont eux strictement à éviter. Une sortie shopping à Maastricht, un rendez-vous coiffeur à Roubaix, un city trip à Montjoie, ce sont des déplacements non essentiels. Notre protection de la santé publique, de la santé des autres, doit passer avant. Il faut aussi que nous tenions compte du fait que nos pays voisins imposent des conditions pour les déplacements sur leur sol. C'est le cas par exemple des Pays-Bas qui imposent une quarantaine de 10 jours pour toute personne s'y rendant. L'Allemagne impose également une quarantaine, un test préalable. La France impose également des limites de déplacement.
La Belgique aussi impose des mesures pour qui passe ses frontières, que ce soit des habitants de pays étrangers ou des Belges qui reviennent au pays. Toute personne ayant séjourné à l'extérieur de notre pays plus de 2 jours doit, avant son retour, remplir le fameux formulaire de localisation de passagers. Et sur base de celui-ci et selon la nature de son déplacement, il sera demandé qu'il effectue un test et une quarantaine. Vous trouverez plus d'informations sur les déplacements à l'étranger sur le site web du site des Affaires étrangères. Les efforts que nous avons déployés ces dernières semaines se traduisent en une tendance positive. La route est encore longue, mais nous sommes effectivement sur la bonne voie. Il serait dommage de réduire l'impact de nos efforts en relâchant maintenant notre mobilisation. Nous devons encore être patients, mais soudés à 11 millions, nous devrions y arriver. Je vous souhaite une bonne semaine. Goedemorgen. De eindejaarsperiode betekent normaal gezien een toename van de commerciële en vrije tijdsactiviteiten. Denk bijvoorbeeld maar aan de vele wintermarkten die traditioneel doorgaan. Dit jaar moeten we echter rekening houden met de aanwezigheid van het coronavirus. In het belang van de volksgezondheid zijn bijna alle activiteiten geannuleerd en zullen de traditionele eindejaarsaankopen voornamelijk online dienen te gebeuren en bij voorkeur uiteraard bij uw lokale onderneming of handelaar. Aangezien de situatie van de pandemie kan verschillen van land tot land en zodoende ook de bijhorende maatregelen, zal de verleiding voor sommige mensen groot zijn om toch wat te genieten van de eindejaarsperiode in het buitenland. En daarvoor de grens dus over te steken. We stellen immers vast dat het in bepaalde grensgemeenten aanzienlijk drukker is dan normaal. In de huidige situatie moeten we echter concentraties van veel mensen in bijvoorbeeld winkelstraten vermijden. En dit zowel in het binnen- als in het buitenland. Bovendien is contactopvolging bij een eventuele besmetting in een dergelijke internationale context zeer moeilijk, waardoor het virus zijn opmars ongestoord zou kunnen verder zetten. In tegenstelling tot het voorjaar zijn de grenzen met onze buurlanden nu wel open. Hierdoor kunnen essentiële verplaatsingen blijven doorgaan. Bijvoorbeeld verplaatsingen om medische redenen of zakelijke verplaatsingen. Niet-essentiële verplaatsingen, bijvoorbeeld om te gaan winkelen of om naar de kapper te gaan in het buitenland, worden ten stelligste afgeraden. Bovendien hebben een aantal van onze buurlanden ook voorwaarden opgelegd, onder andere quarantaine of het kunnen voorleggen van een negatieve test voor grensoverschrijdende verplaatsingen. Dit is onder meer het geval in Nederland en Duitsland. Er gelden in onze buurlanden ook strikte coronamaatregelen die door iedereen opgevolgd moeten worden. Dit is voornamelijk het geval, of onder andere het geval in Frankrijk. Tevens moet iedereen die langer dan 48 uur in het buitenland verbleef en naar België terugkeert, het passagierlocatieformulier invullen. Meer informatie over de maatregelen die gelden in het buitenland kan u vinden op de website van Buitenlandse Zaken. Onze inspanningen van de afgelopen weken beginnen zich te vertalen in een positieve tendens. De weg is nog lang, maar het is duidelijk, we zitten op de goede weg. Het zou jammer zijn om onze inspanningen van de afgelopen weken teniet te doen door bijvoorbeeld een daguitstap te maken naar het buitenland. We moeten nu geduld hebben en volhouden. Maar met een team van 11 miljoen gaan we dit virus absoluut klein krijgen. Dank u wel. Kunnen we nu overgaan tot de vragen? Nee, er zijn geen vragen binnengekomen van de journalisten. Dan wens ik jullie een aangename en prettige school- en werkweek. En dan zien we elkaar terug woensdag om 11 uur voor de volgende persconferentie. Donc, le prochaine conférence de presse aura lieu le mercredi à 11 h. Merci.